Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 30. La loi immuable d'après laquelle la raison forme ses jugements est elle-même supérieure à la raison. Si donc, pour juger, l'âme raisonnable ne s'inspire que d'elle-même, rien ne la surpasse. Mais elle est sûrement inconstante, tantôt éclairée et tantôt ignorante. D'un autre côté, plus elle est éclairée, plus son jugement est droit. Elle est d'ailleurs d'autant plus éclairée qu'elle connaît mieux l'art, la doctrine, la science. Ainsi donc, examinons quelle est la nature de l'art. Je n'entends point parler ici de l'art qu'enseigne l'expérience, mais de celui que forme le raisonnement. Quel mérite y a-t-il de savoir que, composé de chaux et de sable, le ciment tient les pierres plus solidement unies que ne le fait la boue, et que, pour bâtir avec élégance, il faut placer de chaque côté les parties correspondantes, et au milieu ce qui n'a point de parallèle. Il est vrai pourtant que cette espèce de tact se rapproche davantage de la raison et de la vérité. Mais il faut examiner ici pourquoi le coup d'œil est blessé si, de deux fenêtres placées l'une à côté de l'autre, l'une est plus grande ou plus petite, lorsqu'elles pouvaient être d'égale dimension. Pourquoi, quand elles sont superposées, l'inégalité nous choque moins, la différence fut-elle de moitié? Pourquoi nous sommes moins préoccupés de cette inégalité quand il n'y a que deux, tandis que si elles sont trois, le coup d'œil demande au contraire, ou qu'elles soient d'égale dimension, ou bien si elles sont inégales, que la plus grande dépasse d'autant la moyenne que celle-ci dépasse la plus petite. Ainsi, une sorte d'instinct nous révèle ce que demande la nature. Remarquons-le encore. Ce qui nous a tant soit peu déplu lorsque nous l'avons envisagé séparément, devient quelquefois intolérable lorsque nous le rapprochons d'une œuvre meilleure. Ainsi, l'art vulgaire n'est que le souvenir d'essais couronnés de succès joints à l'habitude du travail et à la souplesse des organes. Tu pourras, sans cette disposition physique, juger les œuvres, ce qui vaut beaucoup mieux, tu ne pourras les exécuter toi-même. Nous aimons donc, dans tous les arts, l'harmonie qui seule assure chaque œuvre beauté et intégrité. L'harmonie, à son tour, cherche l'égalité et l'unité, soit dans la ressemblance des parties égales, soit dans la proportion des parties inégales. Mais qui pourra montrer, dans les corps, l'égalité ou la ressemblance absolue? Qui osera affirmer, après y avoir bien réfléchi, que chaque corps est véritablement un? Tous ne changent-ils pas, soit d'espèce, soit de lieu? Tous ne se composent-ils pas de parties, dont chacune occupe sa place, et ces corps ne sont-ils pas ainsi comme divisés par l'espace? D'ailleurs, l'égalité et la ressemblance véritable, l'unité première et absolue, ne sont accessibles ni à notre œil, ni à aucun autre sens, elles ne tombent que sous le regard de l'esprit. Et comment voudrait-on voir rechercher dans les corps cette égalité telle qu'elle? Comment prouverait-on qu'elle diffère beaucoup de l'égalité parfaite, si celle-ci n'était connue de notre intelligence? Et pourtant, comment appeler parfaite celle qui n'a point été faite? Et si toutes les beautés sensibles, produites par la nature ou par l'art, ne peuvent se concevoir sans l'espace et le temps, comme le corps et ses différents mouvements, il n'en est pas de même de cette égalité et de cette unité qui ne se révèle qu'à l'esprit et qui juge de la beauté corporelle par l'intermédiaire des sens. Elle n'est ni étendue avec l'espace, ni changeante avec le temps. On ne peut dire en effet qu'elle serve à apprécier la rondeur de la roue, et non la rondeur d'un vase. La rondeur d'un vase, et non celle d'un denier. Ainsi en est-il des temps et des mouvements des corps. Il serait absurde de prétendre qu'elle juge de l'égalité des années, et non de l'égalité des mois, et non celle des jours. Mais qu'un mouvement réglé se produise pendant ces intervalles, pendant des heures ou des moments plus courts,
c'est toujours une même et immuable égalité. Mais si la même loi d'égalité, de ressemblance, de convenance, nous fait juger des mouvements et des figures tantôt plus grandes, tantôt moindres, cette loi, assurément, l'emporte sur tout cela en puissance. D'ailleurs, elle naît dans les lieux et les temps, ni moindre ni plus grande. Si elle était plus grande, elle ne pourrait apprécier tout entière ce qui est plus petit. Si elle était moindre, nous ne pourrions juger par elle de ce qui est plus grand. Aussi faut-il la loi tout entière et les quadratures pour apprécier le carré d'une place publique, le carré d'une pierre, d'un tableau, d'un bijou. Et la loi tout entière de l'égalité pour saisir également la convenance et dans les pas multipliés de la fourmi et dans la marche de l'éléphant. Mais alors, qui ne pourra comprendre que cette loi n'est ni plus petite ni plus grande que l'espace et le temps, puisqu'en puissance, elle est au-dessus de tous les temps et de tous les lieux. Et comment cette loi qui préside à tous les arts est immuable, tandis que l'esprit humain, capable de la comprendre, est exposé aux variations de l'erreur, concluons qu'au-dessus de notre intelligence est une loi qui se nomme vérité.